Allez, nous allons passer quelques minutes en compagnie de ce nouveau spectacle que vous allez pouvoir retrouver durant ce festival OFF. La consultation philosophique, c'est au Lorette Théâtre et c'est à 18h35. Bonjour Oscar, bienvenue. Bonjour, merci. De quoi s'agit-il pour cette consultation philosophique? Eh bien, c'est une mise en scène, en fait, d'un travail quotidien que je fais avec d'autres collègues aussi, où nous sommes philosophes, mais pas les philosophes au sens académique. Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie comme pratique. Et c'est-à-dire qu'on évite beaucoup ce que faisait Socrate, en fait, c'est l'inspiration. Et on questionne, on dialogue avec le public, mais c'est pas simplement raconter sa vie, ce qu'on a mangé, mais c'est inviter les personnes à réfléchir sur leur existence, sur ce qu'ils font, sur leur but, et leur montrer que bien souvent quand on les questionne, eh ben, ils répondent pas, ils répondent à côté, que très souvent en fait on ne dialogue pas. Les gens pensent dialoguer, ils parlent ensemble, c'est souvent des monologues qui s'échangent, et c'est une expérience pour montrer qu'un vrai dialogue, c'est difficile. Vous avez évoqué il y a quelques secondes Socrate, qui a très souvent inspiré le théâtre. Qu'est-ce que vous avez apporté de différent de ce qui a pu être fait autour de Socrate? Alors, la différence principale, je pense, c'est que ce ne sont pas des dialogues écrits à l'avance. On pourrait mettre en scène des dialogues, par exemple, de Platon, qui est l'élève de Socrate, a écrit, puisqu'on connaît Socrate par Platon. Nous, c'est un peu différent. On met en scène comment pouvait se passer à l'époque un dialogue sur le mode socratique, c'est-à-dire qu'on imite la technique, ce qui s'appelle la maïeutique, puisque Socrate était fils de sage-femme, et il disait lui-même qu'il faisait le même travail que sa mère. Il était sage-femme, mais pas sa mère était sage-femme, donc des corps, puisqu'elle faisait accoucher les enfants. Lui, il faisait accoucher les esprits, les âmes. Donc nous, ce que nous mettons en scène, c'est comment Socrate travaillait. Et d'ailleurs, ça produit un peu des effets semblables, c'est un peu surprenant, ça peut être agaçant, hein, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas toujours ce qu'on raconte, et que bien souvent, quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. Voilà. Et la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que Socrate est mort de faire ce travail-là, puisqu'il agaçait tellement les gens d'Athènes, ils ont fini par le condamner à mort. Bon, nous sommes là que pas très longtemps, donc, mais quand même, on s'aperçoit que des personnes s'agacent. Quand on leur pose une question, ils répondent et on leur demande, mais là, avez-vous répondu à la question ou est-ce que vous avez sauté? Est-ce que vous êtes passé du coq à l'âne? Ce que les bouddhistes appellent l'esprit du singe, hein, parce qu'on voit les singes dans les arbres, ça saute dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi. Et on leur montre que pour véritablement dialoguer, eh bien, c'est un vrai effort, à la fois parce qu'on veut se protéger, alors on ne répond pas vraiment, à la fois parce qu'on ne se concentre pas vraiment, et on leur montre que c'est une expérience très difficile qu'un véritable dialogue. Donc en ce sens-là, c'est un vécu des personnes qui sont là. D'ailleurs, on invite, hein, quand je suis là, je commence et je demande qui veut bien, un peu comme on fait là, prendre place à côté de moi, et les autres regardent, voilà. En général, j'essaie de travailler avec une, deux, trois personnes, voilà, et de faire cet exercice de dialogue rigoureux. Vous pensez que par rapport à cette, on peut dire cette difficulté de dialogue, est-ce que vous pensez que c'est un mal du siècle ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours collé à l'être humain de manière générale? J'aime bien dire que les Athéniens ont tué Socrate il y a 2400 ans, mais c'est pas parce que c'était des mauvaises personnes ou des ignorants, d'ailleurs au contraire. Athènes, c'est quand même ce qui a donné la culture occidentale, le théâtre, la démocratie, la sculpture, l'architecture, la philosophie. Donc c'était des gens éduqués, c'était pas des barbares, hein, c'était au cœur de la civilisation. Et donc non, c'est quelque chose d'inhérent à l'humain,
c'est que nous craignons. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que finalement l'être humain, il est craintif, il n'ose pas, il a peur de l'autre. D'ailleurs, la première chose qui se passe quand on demande qui voudrait discuter, c'est qu'il y a un grand silence. Voilà. Ça commence par un grand silence, personne ne bouge. Et puis une fois qu'ils acceptent de rentrer dans le jeu, eh bien ils s'aperçoivent que alors, ça va un petit peu, puis rapidement, bon, faut dire que parfois on pose des questions embêtantes, histoire de faire de la provocation. On demande aux gens, mais pourquoi vous ne vous êtes pas encore suicidé? Ou bien, pourquoi vous vous levez le matin? Ou bien, que cherchez-vous dans la vie? Parce que vous continuez à vivre, vous faites vos courses pour manger, pour survivre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Voilà, parce que souvent l'être humain, il est dans une sorte de routine, sans s'en apercevoir, voilà, au jour le jour, il va travailler, il fait ses courses, il fait sa cuisine, il éduque les enfants, mais bien souvent, il n'est pas conscient du but de sa vie. Donc l'idée socratique, c'est pas de demander est-ce qu'il fait chaud, qu'avez-vous mangé, c'est quand même de poser des questions importantes sur notre existence. Voilà. Et une autre question aussi, vous pensez que l'être humain se perd finalement à force d'avoir comme ça une forme, un train de vie plutôt bien équilibré? Est-ce qu'on se perd finalement? Oui, on est perdu parce qu'il n'y a pas une direction générale vers laquelle nous allons. On est un peu poussé par les événements. D'abord c'est l'école, après il faut avoir un diplôme, après on cherche un travail, après on se marie ou on a des enfants. Et tout ça, d'ailleurs ce qui se passe, on a remarqué, parce que moi ça fait très longtemps que je fais ce travail-là, que souvent vers la cinquantaine, c'est là que ça se pose. Soit l'homme, une femme qui a travaillé puis qui tout d'un coup a un sens que son travail, finalement ça ne l'intéresse pas tellement. Aujourd'hui ça s'appelle le burn-out. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai ce boulot? Alors, si on a trop attendu, ça prend une forme pathologique. Alors, on va prendre une pilule, aller chez le psychiatre. Ou bien ça passe par une sorte de crise en disant, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on voit plus aussi chez les femmes, qui sont plus un rapport fort à la famille, c'est que les enfants ont grandi. Et puis, leurs parents, c'est pas nécessairement leur souci. Alors ça peut l'être, pas l'être, ou ils vont loin, ils ont eux-mêmes leur propre famille. Et tout d'un coup, on a l'impression d'être un peu abandonné. La femme, elle a tout sacrifié, c'est un schéma classique. Elle a sacrifié pour la famille. Et puis, du coup, la famille, alors après, il peut y avoir aussi des divorces ou des séparations. Le mari il fait autre chose, voilà. Donc il y a une crise, il y a ce qu'on appelle des crises existentielles. Alors quand on a 30 ans, encore on est pris dans l'action, on n'y pense pas nécessairement. Et ce qu'on voit très souvent, c'est qu'à partir de 45 ans, là, on a passé le milieu de vie, on va dire, et là il y a des sortes de bilans qui commencent à se faire naturellement, c'est pas que les gens veulent le faire, mais c'est comme si notre aide s'imposait à nous en disant c'est bien, j'ai fait ce que tu voulais, mais ça sert à quoi? On va où? Quel sens ça a? Voilà. Mais bien souvent, ça se passe un peu trop tard, je dirais. Et ils me disent d'ailleurs, et pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant? Je dis, mais avant, vous n'auriez pas voulu me parler, vous étiez trop occupé. Voilà. Et c'est un peu ça qu'on met d'ailleurs dans nos spectacles. Il faut dire qu'il n'y a pas tellement de jeunes gens qui viennent, justement, c'est pas un accident, il va y en avoir plus. Moi, je travaille avec les enfants aussi. J'ai fait beaucoup de livres de philosophie pour les enfants, en pensant justement qu'il était bien que dès le plus jeune âge, on apprenne aux enfants à se poser ce genre de questions. Voilà. Et je voyage à travers le monde d'ailleurs pour promouvoir ce type de pratique. Mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose surtout, je dis, vers 45-50 ans. Vous avez appelé ce spectacle consultation philosophique. Quand on entend consultation, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec le côté médical de la consultation. Pourquoi ne pas avoir appelé ça dialogue philosophique, échange philosophique? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on a régulièrement, ou entretien philosophique. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a une consultation, qu'on pouvait consulter une sorte d'expert finalement. C'est pas juste, parce que si on met dialogue, on va dire, d'ailleurs il y en a qui viennent et disent je pensais que c'était un dialogue, c'est-à-dire qu'on avait parlé comme au café du coin, vous voyez, ce qui peut être sympathique en buvant une bière, mais c'est pas ça non plus, c'est-à-dire que d'ailleurs on met sur le tract qu'il y a des questions courtes, des réponses courtes, il y a une exigence
qu'on trouve dans la consultation. Le médecin, il n'est pas là pour papoter avec vous, il va vous dire vous avez mal où, ça a commencé comment, c'est donc vous voyez, il y a des questions précises et vous ne commencez pas à lui raconter votre vie, enfin bon, ce il est sympa, il a rien d'autre à faire. Mais en général, il y a une exigence. Je vois bien. C'est pour ça qu'on emploie le mot consultation plutôt que dialogue. Voilà. Alors concrètement, comment se passe cette consultation, cette représentation, quand les spectateurs entrent au Lorette Théâtre, ils prennent place, ils s'installent, vous arrivez, sur scène il y a quoi, un fauteuil, deux fauteuils, Oui, alors déjà ils rentrent, il y a déjà quelque chose qui se passe, puisque moi j'aime bien jouer du djembé, voilà, je trouve ça très relaxant, je joue mon djembé sur scène, et puis on projette. Alors je veux dire que tous les jours sur Facebook, je mets un aphorisme. L'aphorisme, c'est une petite 2-3 phrases, c'est très court, mais ça a du sens, c'est une phrase courte. Donc j'en fais tous les jours sur Facebook. Alors on a fait une sorte de vidéo avec une vingtaine de ces aphorismes. On les projette comme ça, 20 secondes chacun, et une photo, un aphorisme. Je joue du djembé, donc les gens rentrent, ils sont plongés, on va dire, dans une atmosphère philosophique. On voit qu'il y a des idées qui sont projetées. Je donne un petit rythme tranquille avec le djembé, ça dure 5-6 minutes. Puis une fois que c'est fait, voilà, les gens sont assis, voilà. Et là, je commence, je dis quelques mots, je dis voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, mon maître Socrate est mort, et bon, j'explique un petit peu, histoire de les mettre dans le bain. Et je leur pose des questions, comme celles que je vous ai dites. Pourquoi demandez-vous pourquoi vous ne vous êtes pas suicidé, pourquoi vous continuez à vivre? Ou je leur demande pourquoi est-ce si difficile de parler, vous voyez. J'explique qu'avec des collègues, on passe des tracts dans la rue, d'autres trous, et on essaie de parler aux gens. Et la plupart des gens, ils ont un geste défensif. Non, non, non. Vous voyez, comme s'il y avait une crainte, une inquiétude. L'autre est un peu dangereux, on ne sait pas qui il est, vous voyez. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on craint tant l'autre? Voilà. J'appelle de xénophobie comme ça latente. Hein. C'est pas qu'on va le... C'est une forme de rejet, si vous voulez, instinctive. L'autre est inquiétant. Alors je dis, ben voilà, et je demande si quelqu'un voudrait bien donner une réponse. Et puis alors si quelqu'un veut parler, je dis, ben vous voyez, j'ai une petite table, hein, je suis tout seul, j'ai un siège à côté, je dis, ben, je me sens un peu seul. Est-ce que vous voudrez bien venir à côté de moi? Non, 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 non. Bah, déjà, pourquoi ce non, 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 quoi? Qu'est-ce que vous auriez à perdre à venir vous mettre à côté de moi? Bon, j'imagine la réponse, mais c'est pas grave, et que les gens le disent. Et puis finalement, bon, ils viennent, quelqu'un d'autre vient, je dis voilà, qui vient là. Je dis voilà, est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Voilà en gros comment ça embraye. Donc finalement, cette consultation pour vous, tous les soirs, elle n'est jamais la même. Voilà, c'est ce qui est bien, vous pouvez venir tous les soirs, il y aura, c'est jamais pareil. voilà, c'est ça. Et ça déjà pour vous, je pense que c'est particulièrement enrichissant. Oui, parce que... oui, tout à fait. D'ailleurs, je dis aux gens, parce que parfois ils se sentent, ils ont l'impression que c'est une sorte de tournoi où il faut être plus intelligent que l'autre. Je dis non, non, moi, vous savez, je vais être franc avec vous. Ce que j'espère, en vous écoutant, c'est vous voler vos idées. Je n'ai rien à vous prouver. Je voudrais vous faire sortir des idées. Et je vais vous les voler. Puis vous avez les aphorismes que j'ai écrits au début. Bah, c'est du vol. Voilà, moi je vole les idées. Parce que je ne suis pas très inventif, pas très créatif. Donc je vais voler vos idées. Voilà. Donc il sort. Parce que sinon, dès qu'on discute, il y a une sorte, on se sent menacé, comme s'il fallait prouver qui est le plus, surtout quand on pose des questions, qui est le plus intelligent, ou, voilà, pas avoir l'air idiot, c'est très fort, hein. Chez l'être humain, cette crainte d'avoir l'air idiot, voilà, donc je les tranquilliser, je leur dis parfois, je dis, bon, vous allez respirer tranquillement, voilà, mais c'est pas évident, il y a un monsieur qui est carrément fâché, parce qu'il dit, ah, moi, il voulait juste parler, je dis, oui, mais vous avez des amis pour ça, moi je suis pas là pour ça, voilà. Oui, c'est vrai que finalement c'est très très particulier comme atmosphère. Je ne sais pas si on a déjà retrouvé ça sur le Festival d'Avignon, mais moi personnellement je trouve l'idée particulièrement chouette. On va continuer à parler avec vous et échanger sur cette consultation philosophique. Je rappelle que c'est au Lorette Théâtre et c'est à 18h35 tous les jours. C'est ça, tous les jours, il n'y a pas de relâche. Il n'y a pas de relâche, 18h35, on fait juste une petite pause musicale et on poursuit avec vous, Oscar, merci. Alors
Nous sommes avec Oscar Bonifié et ce spectacle proposé au Lauret Théâtre à 18h35, la consultation philosophique. On a évoqué de ce spectacle, puisque on peut dire à partir du moment où vous êtes dans un théâtre que c'est un spectacle. On va passer un petit peu de temps sur votre parcours. Vous êtes docteur en philosophie, formateur, consultant, auteur, toujours autour de la philosophie. Quel a été votre parcours? Bien, moi j'ai d'abord fait les études de biologie, j'ai fait une licence de biologie, et puis après rapidement je me suis orienté vers la philosophie, mais avec un but un peu précis, c'était que je ne voulais pas, j'étais très amoureux de Socrate, c'est-à-dire que j'avais rencontré dans mes études, et mon idée était que la philosophie c'était pour tout le monde. Or, en général, tel qu'on nous l'enseigne, tel que c'est enseigné dans les universités, c'est quand même réservé à une élite intellectuelle, voilà. Et on ne voit pas très bien le rapport avec le quotidien, avec tout un chacun. Donc mon idée, c'était faire comme Socrate et que la philosophie soit dans la cité, pour tout le monde. Alors j'ai essayé des tas de manières de l'introduire, faire des ateliers dans les bibliothèques, dans les centres sociaux, je travaille aussi dans les entreprises, voilà. Et puis donc l'idée, ça a été de trouver des tas de manières différentes par lesquelles on pouvait introduire la philosophie. Un de mes plus grands succès, ça a été avec la philosophie pour les enfants, parce que les parents ont moins peur si c'est oui, faites-le avec les enfants. J'ai fait beaucoup de livres de philosophie pour les enfants chez Nathan et d'autres qui ont beaucoup de succès dans le monde, ce qui fait que je voyage beaucoup à travers le monde, avec l'idée de former des personnes à ce type d'exercice. Voilà, c'est mon travail. Voilà. La nécessité, comme vous le faites, de désacraliser la philosophie, est-ce que vous pensez que c'est la première étape pour que la philosophie retrouve une place peut-être un peu plus populaire? Oui, mais ceci dit, par rapport à quand j'ai commencé il y a bien longtemps à faire ce genre de travail, on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent. En France, comme dans beaucoup de pays, on trouve maintenant des sortes de best-sellers philosophiques, des auteurs philosophiques à succès. Ce qui avait commencé, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'époque, c'était Le Monde de Sophie. Oui. Voilà, qui a été le premier best-seller mondial philosophique. Et depuis, il y a eu toutes sortes, d'abord des auteurs philosophiques à succès, qu'on voit sur les ondes, les émissions, radio-télévision. Après, il y a des mouvements comme les cafés philosophiques qui se sont inaugurés. Il y a l'idée de la philosophie pour les enfants, maintenant, alors c'est sur une base de volontariat, c'est pas au programme, mais de plus en plus d'enseignants s'intéressent à l'idée de faire réfléchir les enfants. Il y a eu un film qui avait eu un certain succès d'ailleurs là-dessus, dont le nom m'échappe tout d'un coup, de montrer les enfants de l'école primaire qui faisaient un travail de philosophie. Donc en France, comme dans beaucoup de pays, je travaille en Chine par exemple, où mes livres se vendent à des millions d'exemplaires. Donc partout on voit qu'il y a quand même un tournant qui a été pris de désacralisation ou de vulgarisation de la philosophie. Donc je pense que ça correspond à une époque aussi où les grandes valeurs traditionnelles, elles sont un peu effritées, aujourd'hui chacun est un peu renvoyé à lui-même. Donc on voit quand même un changement de société qui crée une ouverture pour la philosophie. Ma dernière question, Oscar, on est en 2019. À votre avis, il nous faut encore combien d'années, peut-être plus, pour que la philosophie devienne finalement un véritable mode de vie? Oui, vous savez, la philosophie existe depuis longtemps, et c'est une vieille dame. Elle a le temps. Mais je pense que, je vais vous dire, on le voit de manière un peu indirecte. Par exemple, dans les émissions de télévision. Si vous regardez des émissions de télévision aujourd'hui, et puis quand j'étais enfant, on voit, alors évidemment, il y a des émissions qui cherchent à divertir, mais on voit de plus en plus dans des films, dans des émissions quand même, on voit qu'il y a de la réflexion, il y a des idées, et on le voit parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup
gens qui utilisent des concepts que moi, quand j'étais enfant, on ne parlait pas comme ça, y compris sur l'éducation, sur comment penser son existence, des choses sur le bouddhisme, une certaine popularité. Donc, c'est pas qu'il va y avoir un jour où tout le monde sera philosophe, bien qu'on a un président, après on l'aime ou on l'aime pas, en fait, qui a fait des études de philosophie. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui gagne dans notre société. On voit que la réflexion prend malgré tout de plus en plus de place. Merci beaucoup Oscar, on vous retrouve au Lorette Théâtre à 18h35 pour cette consultation philosophique. Merci infiniment d'avoir fait le chemin pour arriver jusqu'à nous. On souhaitait un bon festival et puis plein d'échanges et de consultations philosophiques pour la suite. Merci beaucoup. À vous.